Lorsque Léonid Brejnev prit les rênes du pouvoir en Union soviétique en 1964, sa nation se remettait de décennies de bouleversements économiques, de famines, de campagnes de terreur parrainées par l'État et de la pire guerre de l'histoire du monde. Bienvenue sur Écho du temps, où nous explorons les figures complexes qui ont façonné notre histoire. Contrairement aux ambitions révolutionnaires de ses prédécesseurs, Brejnev nourrissait des objectifs bien plus terre-à-terre pour l'avenir de l'URSS, la stabilité et la prospérité économique pour tous les citoyens soviétiques. Brejnev est loué pour avoir apporté une stabilité désespérément nécessaire au pays, mais aussi critiqué pour avoir laissé cette stabilité se transformer en stagnation durant la seconde moitié de son règne, annulant ainsi nombre de ses réalisations. Les historiens soutiennent que l'Union soviétique est devenue une véritable superpuissance sous sa direction, mais qu'il a également supervisé le début de l'effondrement du système soviétique qu'il avait fidèlement servi toute sa vie. En effet, moins d'une décennie après sa mort, l'Union elle-même a disparu, ainsi que tous les gouvernements communistes d'Europe de l'Est qu'elle supervisait. Brejnev était un homme complexe, sans aucun doute un produit et un fervent partisan du système communiste. Il se distinguait des autres dirigeants soviétiques en agissant davantage comme un homme politique occidental que comme un dictateur soviétique. Autrefois l'un des dirigeants mondiaux les plus charismatiques et raffinés de son époque, il a passé une grande partie de ces dernières années à tenter désespérément de dissimuler au public sa déchéance due à la maladie et à la dépendance. Le secret a engendré de nombreux mythes et idées fausses sur Brejnev et ses contemporains, qui n'ont été corrigés que récemment grâce à l'ouverture des anciennes archives soviétiques. Mais derrière la façade du dirigeant pragmatique se cachait un homme aux luttes personnelles, dont les secrets n'ont été révélés que très récemment. Léonid Ilitch Brejnev est né le 19 décembre 1906 dans la ville ukrainienne de Kamenskoye, aujourd'hui Kamianske. Kamenskoye, connue à l'époque soviétique sous le nom de Dnieprovsk, était une ville industrielle. La plupart des habitants, y compris le père de Brejnev, étaient employés par les grandes usines sidérurgiques appartenant à la Compagnie de la Russie du Sud. Au départ, Brejnev n'était pas un communiste enthousiaste. Non seulement il n'était encore qu'un enfant lorsque la révolution d'octobre de Lénine commença en 1917, mais pendant la guerre civile qui s'ensuivit, lui et sa famille furent plusieurs fois sur le point d'être tués lorsque la ville fut saccagée par les factions rouges et blanches. Il eut la chance de survivre à ce conflit, qui coûta la vie à 10 millions de personnes, majoritairement des civils. Mais il ne pouvait savoir que ce n'était que le premier d'une génération entière de cataclysmes qui mettraient sa vie en péril. Dans sa jeunesse, Brejnev rêvait de devenir acteur. Malheureusement pour lui, les arts et la culture n'étaient pas très valorisés dans la nouvelle Union soviétique. Ils étaient considérés comme une décadence inutile pour la classe dirigeante. Au lieu de cela, il étudia la gestion foncière et l'agriculture dans un collège technique de la ville voisine de Koursk. Lorsqu'il rejoignit le Parti communiste en 1929, il le fit probablement parce qu'à ce stade, l'avancement dans le pays n'était possible que pour les membres du parti. Ce n'était pas une période facile pour travailler dans la gestion foncière. Le pays était alors dirigé par Joseph Staline, qui avait décidé de réorganiser toutes les terres agricoles de l'Union soviétique en une série de grandes fermes collectives appartenant à l'État. Les agriculteurs propriétaires de leurs terres, appelés kulaks, furent qualifiés d'ennemis du peuple par le gouvernement. Ils furent forcément privés de leurs biens, et beaucoup furent soit tués sur le champ, soit déportés dans des camps de travail, les tristement célèbres goulags. Le bouleversement agricole causé par la collectivisation entraîna des famines généralisées au début des années 1930, provoquant la mort de millions de citoyens soviétiques par malnutrition. Apparemment, Brejnev se lassa de ce travail après quelques années, retournant dans sa ville natale et s'inscrivant dans une autre école technique, l'Institut de métallurgie d'Arsénichev, dont il sortit diplômé en tant qu'ingénieur en 1935. L'industrialisation rapide du pays était l'autre volet majeur de l'agenda économique de Staline. Ainsi, un homme ayant une expérience à la fois en ingénierie et en agriculture
s'avéra posséder la combinaison parfaite de compétences pour progresser rapidement en tant que fonctionnaire du parti et apparatchik. L'une des raisons de la progression rapide de Brejnev à la fin des années 1930 fut le nombre impressionnant de postes qui se libéraient devant lui. Ce fut la période de la Grande Terreur, lorsque Staline cherchait à consolider son pouvoir sur le pays en éliminant ses rivaux. Sa paranoïa voyait des ennemis et des contre-révolutionnaires partout, et il dépêchait sa police secrète, le NKVD, pour arrêter et torturer toute personne qu'il soupçonnait de comploter contre lui. Plus de 700 000 personnes furent exécutées pendant ces purges, et des millions d'autres furent envoyés au goulag. Durant cette période, l'échec à remplir les plans et les directives du gouvernement de Moscou était tout simplement inacceptable. Peu importait à quel point les plans étaient irréalistes ou si les gouvernements régionaux recevaient suffisamment de ressources pour les réaliser. Les cadres du parti devaient obtenir des résultats. S'ils échouaient, ils couraient non seulement le risque d'être licenciés, mais aussi d'être dénoncés comme traîtres et fusillés. Brejnev réussit à survivre dans cet environnement hostile en se poussant jusqu'à la limite, travaillant jusqu'à l'épuisement et exhortant ceux sous ses ordres à faire de même. Lorsque l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique en 1941, Brejnev se retrouva en uniforme, comme la majeure partie du pays. En tant que l'un des commissaires politiques de l'Armée rouge, il était responsable du moral des troupes, s'assurant qu'elles combattaient avec un zèle communiste approprié pour la nation. Ce pouvait être un travail potentiellement dangereux. Les Allemands exécutaient immédiatement tout commissaire capturé qui tombait entre leurs mains. Au-delà de son rôle d'officier du moral, Brejnev se montra utile à ses supérieurs, en démontrant une capacité à se procurer des fournitures indispensables pour l'armée, y compris de la nourriture et des vêtements. Le commissaire politique en chef était l'un des plus proches alliés de Staline, Nikita Khrouchtchev. Brejnev avait attiré l'attention de Khrouchtchev pour la première fois dans les années 1930, lorsque ce dernier était à la tête du Parti communiste ukrainien et que Brejnev était un fonctionnaire du parti prometteur. Ils se rencontrèrent à nouveau pendant la guerre, lorsque Khrouchtchev prit le jeune homme sous son aile. À l'époque, l'une des façons dont les apparatchiks du parti se protégeaient des purges du NKVD était de former des réseaux d'amis et de collègues qui s'entraidaient à se protéger des adversaires politiques susceptibles de les dénoncer pour les faire tuer. Avoir un homme influent comme Khrouchtchev à la tête de son réseau offrait une protection encore plus grande. Et Brejnev servit Khrouchtchev fidèlement comme l'un de ses plus proches protégés pendant 2 décennies. Après la guerre, la carrière de Brejnev commença à décoller grâce à l'influence de son protecteur Khrouchtchev. Il servit comme chef de l'Union en Moldavie, récemment annexée, et aujourd'hui la Moldavie, ainsi qu'au Kazakhstan. Pendant son mandat, Staline mourut et Khrouchtchev déjoua habilement les manœuvres de ses rivaux pour devenir le nouveau dirigeant de l'Union soviétique. Il commença à remplacer les membres du présidium du parti, l'appareil de gouvernement central du pays, par ses propres hommes, ce qui amena Brejnev à Moscou en 1956, où il devint le bras droit de Khrouchtchev. En tant que secrétaire du parti, Brejnev supervisa l'industrie de la défense, qui avait considérablement monté en puissance dans les années d'après-guerre dans le cadre d'une rivalité croissante avec les États-Unis et leurs alliés, ainsi que le nouveau programme spatial, qui réalisa plusieurs étapes importantes, notamment le lancement du premier satellite en orbite et l'envoi du premier homme, puis de la première femme, dans l'espace. En 1960, il fut nommé président de l'Union soviétique, ce qui fit de lui nominalement le chef de l'État, bien que le pouvoir réel restât entre les mains de Khrouchtchev. Brejnev apprécia néanmoins son nouveau rôle, qui le porta pour la première fois à l'attention du reste du monde, alors qu'il entreprenait des missions diplomatiques pour le compte du pays. Pendant des décennies, on a cru que la raison de l'éviction de Khrouchtchev de son poste de secrétaire général était que ses réformes, instituées après la mort de Staline,
était allé trop loin pour ses collègues du Présidium et que les vieux conservateurs avaient été responsables de son départ. La vérité était quelque peu plus personnelle. En 1964, Khrouchtchev avait aliéné presque tout le monde autour de lui par son comportement. Il adoptait de plus en plus un style dictatorial, prenant des décisions unilatérales sans consulter ses collègues. Il prenait des mesures pour humilier quiconque n'était pas d'accord avec lui sur quoi que ce soit et n'avait aucun scrupule à détruire complètement les carrières et les réputations de ses rivaux qui le défiaient. Finalement, il se retourna même contre des alliés loyaux comme Brejnev, se moquant ouvertement de lui en le traitant de sycophante. En octobre, le reste de la direction en eut finalement assez de Khrouchtchev. Lors d'un coup d'État sans effusion de sang, largement organisé par Brejnev, Khrouchtchev fut dénoncé et mis au placard, contraint de se retirer dans sa datcha en périphérie de Moscou, où il mourut en 1971. Brejnev prit la relève en tant que secrétaire général, et l'un de ses premiers actes fut de freiner certains de ses collègues les plus sanguinaires qui voulaient que Khrouchtchev soit jugé et humilié en représailles de ce qu'il leur avait fait. Mais ce n'était pas le style de Brejnev. Pendant des années, il s'était forgé une réputation d'homme affable, quelqu'un qui travaillait bien avec ses collègues et faisait tout son possible pour éviter d'aliéner et d'humilier quiconque, même ses adversaires. Lors des affrontements ultérieurs, au cours des décennies suivantes, le schéma se répéta. Les rivaux qu'il avait habilement écartés de leur poste étaient autorisés à conserver leur dignité et à prendre une retraite confortable avec élégance, une chose impensable à l'époque de Staline. Après des décennies de guerre, de famine, de violence et de chaos parrainés par l'État, Brejnev chercha à apporter la stabilité à l'Union soviétique pour la première fois depuis sa fondation. Il mit fin au jeu des chaises musicales qui étaient devenues les nominations politiques, s'assurant que les cadres régionaux n'étaient pas remplacés après une seule mauvaise récolte ou autre erreur. Il restaura l'ancien nom du présidium du parti, le Politburo, et rétablit également sa politique de direction collective, c'est-à-dire la prise de décision en groupe au lieu d'être dictée par un seul homme. Brejnev excellait à bâtir le consensus et ne reculait pas devant les opinions divergentes. Ce n'était là qu'une des nombreuses façons dont Brejnev différait de ses prédécesseurs. Ses loisirs, qui comprenaient la chasse, la conduite de voitures rapides et le fait d'être un coureur de jupons, n'étaient généralement pas considérés comme appropriés pour un homme du peuple soviétique, évoquant des connotations négatives avec les politiciens occidentaux qu'il méprisait tant. Brejnev croyait que le seul moyen d'obtenir une société véritablement communiste était d'élever le niveau de vie de tous les citoyens soviétiques, au point qu'ils ne manqueraient de rien. Conformément à cela, ses plans économiques dictaient que les industries soviétiques commencent à produire des biens de consommation en plus grand nombre, y compris des voitures. Il chercha également à remédier à la pénurie de logements en construisant des immeubles d'appartements à travers le pays. Son message selon lequel chaque famille soviétique méritait de posséder un appartement et une voiture fut un soulagement bienvenu après les changements idéologiques radicaux des décennies précédentes. Cependant, au milieu des années 1970, il sembla que la modeste croissance économique des premières années du règne de Brejnev disparaissait, remplacée par la stagnation. Plusieurs raisons expliquaient cela, la principale étant des dépenses militaires excessives et l'incapacité à résoudre le problème persistant de l'agriculture. Il semblait que quoi que la direction soviétique tentât, elle était incapable de produire suffisamment de nourriture pour nourrir son peuple et était forcée d'acheter des céréales et des denrées alimentaires à l'Ouest en échange de matières premières, notamment du pétrole et du gaz. Le problème était qu'après des décennies d'immersion dans le système soviétique, Brejnev était devenu un véritable croyant. Le système lui-même était parfait et au-dessus de tout reproche.
Et comme il était impossible de réformer le système économique de quelque manière que ce soit, cela signifiait que la seule chose à faire était d'essayer de convaincre les travailleurs agricoles et les dirigeants régionaux de travailler plus dur pour atteindre les quotas de Moscou. C'était une version plus douce du même type de coercition qui remontait aux années 1930. Brejnev ne semblait pas comprendre que ce n'était pas parce qu'il avait ruiné sa santé et s'était épuisé à la tâche pour satisfaire les exigences de Staline que d'autres apparatchiks plus jeunes étaient prêts à faire de même, surtout maintenant que la menace de la mort et de la disgrâce ne planait plus sur eux. La politique de stabilité de Brejnev et la construction de réseaux de partisans travaillèrent également contre lui, en l'empêchant de remplacer les cadres inefficaces ou corrompus, ou de substituer des figures du parti plus âgées par de jeunes protégés à mesure que la génération suivante prenait son essor. Les dernières années du règne de Brejnev ont été décrites comme une gérontocratie, un pays dirigé par des hommes significativement plus âgés que le reste de la population et considéré comme déconnecté du monde moderne et des besoins des citoyens soviétiques. Un autre problème qui rongeait l'économie était le fait que Brejnev dut se battre pour le pouvoir presque dès le moment où il remplaça Khrouchtchev. Contrairement à ses prédécesseurs, qui avaient agi pour liquider leurs rivaux le plus rapidement possible, Brejnev passa des décennies à consolider lentement sa position, une partie d'échec au ralenti qui garantissait qu'il n'était pas perçu comme un autocrate, mais qui signifiait aussi que des visions divergentes pour l'avenir économique du pays étaient poursuivies dans différents secteurs de l'économie. Le résultat fut des pénuries de tout, y compris les biens de consommation que Brejnev insistait pour que chaque homme et femme soviétique possède. La liste d'attente pour les voitures, par exemple, était toujours longue, et les étagères des magasins dans les petites villes et même les grandes villes restaient vides. En matière de politique étrangère, Brejnev chercha à s'éloigner de l'approche intransigeante de Khrouchtchev, qui avait mené au bord de la catastrophe lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. Pendant une période connue sous le nom de détente, qui dura des années 1960 au début des années 1970, Brejnev chercha à dégeler quelque peu la guerre froide en parvenant à des accords avec les dirigeants occidentaux, notamment le chancelier ouest-allemand Willy Brandt, le président français Georges Pompidou et le président américain Richard Nixon. Brejnev avait un tempérament et des intérêts similaires à ceux de ces hommes, et chercha à établir des relations personnelles avec eux, ce qui devait conduire à une plus grande confiance et compréhension, non seulement sur le plan humain, mais aussi diplomatique. Pendant un certain temps, il sembla que la menace de guerre nucléaire entre les deux superpuissances était écartée, ou du moins considérablement réduite, car les négociations entre Brejnev et Nixon aboutirent à la signature du traité sur la limitation des armements stratégiques, ou SALT I, et du traité sur les missiles antibalistiques, ABMT, en 1972. Un autre traité de réduction des armements, SALT II, fut longuement discuté et semblait en bonne voie, jusqu'à ce que tous les partenaires diplomatiques de Brejnev disparaissent subitement, presque simultanément. Brandt et Nixon furent contraints de démissionner à cause de scandales, tandis que Pompidou mourut en fonction. Au même moment, la santé de Brejnev commença à décliner, et ses fonctions commencèrent à être prises en charge par des collègues plus intransigeants. Le niveau de compréhension qui avait existé entre les dirigeants de l'Est et de l'Ouest fut remplacé par une suspicion, un secret et une politique du bord du gouffre accrue. Tout cela culmina avec ce qui est considéré comme la pire décision de politique étrangère de toute l'histoire de l'Union soviétique, l'invasion de l'Afghanistan en décembre 1979. Les Soviétiques entretenaient depuis longtemps des relations étroites avec le gouvernement afghan, relations qui furent menacées par l'effondrement quasi total du pays suite à une prise de pouvoir d'inspiration communiste du gouvernement afghan en 1978, qui mena à la guerre civile. Brejnev lui-même avait créé un précédent une décennie plus tôt,
suite à l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie, en annonçant lors d'une réunion du parti que toute menace contre les pays frères socialistes serait accueillie par la force militaire. Cela fut connu en Occident sous le nom de doctrine Brejnev. En observant la détérioration de la situation en Afghanistan tout au long de 1979, beaucoup au sein du Politburo estimèrent qu'ils n'avaient d'autre choix que d'envoyer des troupes pour stabiliser le pays. La direction soviétique croyait qu'il était possible de remplacer le gouvernement afghan instable par un gouvernement plus aligné sur leurs intérêts et de se retirer après une courte intervention militaire. Au lieu de cela, l'armée rouge avait réveillé un nid de frelons, car il semblait que tout le pays se soulevait pour s'opposer à leur occupation. Des combattants de la guérilla, connus sous le nom de Moudjahidines, occupèrent les collines et les campagnes, lançant des raids contre les troupes soviétiques qui étaient confinées aux grandes villes. Pendant ce temps, l'invasion fut accueillie par une condamnation quasi universelle du reste du monde. Les États-Unis menant un boycott par 60 nations des Jeux olympiques d'été de 1980 à Moscou, ainsi que d'autres sanctions économiques. Des observateurs neutres jugèrent ironique qu'après des années à critiquer les États-Unis pour leur intervention au Vietnam, l'URSS se retrouvait dans une situation presque identique une décennie plus tard. À mesure que Brejnev vieillissait, sa santé commença à décliner. Une grande partie de ce déclin peut être attribuée à une dépendance croissante à un puissant cocktail de somnifères et d'autres sédatifs, aggravés par leur consommation avec de l'alcool. Il fit plusieurs tentatives pour se désintoxiquer, y compris un séjour dans un centre de désintoxication, mais rechuta toujours. Sa dépendance le rendit progressivement presque incapable de travailler, car il était sujet à s'endormir pendant les réunions ou même lors de fonctions importantes comme les conférences diplomatiques. Son incapacité à être réveillé à temps le fit arriver en retard à plusieurs réunions avec d'autres dirigeants mondiaux, ce qui fut considéré comme une gaffe diplomatique majeure. Néanmoins, il ne fut pas autorisé à prendre sa retraite, et il aurait probablement dû le faire dès 1975, car aucune structure n'était en place pour permettre aux dirigeants de l'Union soviétique de se retirer. Tous ses prédécesseurs étaient soit morts en fonction, soit avaient été contraints de partir, et toute la structure du pouvoir était basée sur sa présence au sommet de la pyramide. Ses collègues du Politburo craignaient que tout ne s'effondre sans lui, agissant comme une figure de proue. Il fut donc persuadé de rester, malgré une faiblesse croissante chaque année. La plupart des responsabilités quotidiennes de la gestion du pays furent ainsi discrètement transférées à d'autres, et sa dépendance aux pilules était un secret d'État jalousement gardé. Ses absences fréquentes étaient attribuées à d'autres problèmes de santé mineurs. Pendant ce temps, un culte de la personnalité fut autorisé à se développer autour de Brejnev, ce qui n'aurait probablement pas permis s'il avait été en pleine possession de ses facultés. Après tout, il s'était opposé par le passé à l'établissement de cultes similaires autour de Staline et Khrouchtchev. Brejnev présenta une figure de plus en plus pathétique dans ces dernières années, alors que ses collègues cherchaient à le contenter en lui décernant toujours plus de médailles et de titres, misant sur son penchant pour les cérémonies élaborées et les décorations militaires. Les citoyens soviétiques ordinaires commencèrent à se moquer de Brejnev et de la structure du pouvoir soviétique qu'il représentait, d'autant plus que le fossé croissant entre la propagande idéaliste et les dures réalités économiques devenait de plus en plus évident. Brejnev mourut dans son sommeil le 10 novembre 1982, à l'âge de 75 ans. Ses funérailles nationales furent aussi élaborées que possible, ce qui est ironique, étant donné qu'à bien des égards, elles servirent aussi de funérailles à l'Union soviétique elle-même. Tout au long des années 1980, les fissures du système soviétique s'élargirent de plus en plus. La tentative du pays de rivaliser militairement avec les États-Unis était totalement disproportionnée par rapport aux revenus générés, et la stagnation économique dégénéra en crise pure et simple. La guerre en Afghanistan était comme une plaie ouverte qui refusait de se refermer.
Les Soviétiques retirèrent finalement leurs troupes en 1989, après la mort de 15 000 soldats de l'armée rouge et jusqu'à 2 millions d'Afghans. À ce moment-là, le système entier était au bord de l'effondrement. Le nouveau dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, qui prit le pouvoir en 1985, initia de nombreuses réformes, y compris l'abandon de la politique officielle d'ignorance ou de dissimulation des mauvaises nouvelles. Mais tout cela ne fit que souligner à quel point la vie du citoyen soviétique moyen était difficile par rapport à celle de ses homologues occidentaux. Un par un, tous les alliés du pacte de Varsovie de l'URSS s'effondrèrent, leur gouvernement communiste étant renversé. Et le 31 décembre 1991, moins de 10 ans après la mort de Brejnev, l'Union soviétique cessa d'exister, se fragmentant en 15 États-nations distincts. Dans les années qui suivirent sa mort, beaucoup blâmèrent Brejnev pour le déclin et l'effondrement de l'Union soviétique, notamment des politiciens comme Gorbatchev, qui qualifièrent la période de Brejnev d'ère de stagnation. Mais si cela est vrai, il n'est guère le seul à blâmer. Après tout, Brejnev était un produit du système soviétique. Il vécut presque toute sa vie et l'intégralité de sa carrière professionnelle sous ce système. Les leçons de survie qu'il avait apprises aux premiers jours sous Staline furent des leçons que lui et ses pairs portèrent le reste de leur vie, et ils guidèrent la nation selon ses idéaux, car c'était tout ce qu'ils connaissaient. La vérité est que Léonid Brejnev fut le produit de son temps, pour le meilleur ou pour le pire.